bienvenue à tous. Pour la deuxième fois depuis sa réélection, Emmanuel Macron se rend en Afrique avec une visite dans 4 pays d'Afrique centrale. Au Gabon, en Angola, en République du Congo et en République démocratique du Congo. Le président Emmanuel Macron mettra l'accent sur des thématiques comme la lutte contre le changement climatique et la protection des forêts, la sécurité alimentaire, l'économie et la culture. Des questions qui pourraient être au cœur de la nouvelle orientation que le patron de l'Élysée veut donner à la politique française en Afrique, où Paris voit son image se dégrader et où les poussées russes et chinoises sont de plus en plus marquées. Dans un discours lundi, Emmanuel Macron dit refuser de réduire l'Afrique à un terrain de compétition entre puissances. Il annonce dans la foulée la fin de la prééminence du sécuritaire avec à la clé une réduction des effectifs militaires français sur le continent. Que revêt cette réorientation de la stratégie française en Afrique et qu'attendre de cette tournée d'Emmanuel Macron? Réponse avec nos invités. Emmanuel Macron a entamé mercredi à Libreville une tournée de 4 jours en Afrique centrale, l'occasion de nouer le nouveau partenariat qu'il ambitionne de bâtir avec un continent où le ressentiment anti-français ne cesse de croître. Lundi, 2 jours avant ce 18e déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017, Emmanuel Macron a exposé depuis Paris sa stratégie africaine pour les 4 ans à venir. Plus de détails avec Blanche Sano. Prenant acte d'une hostilité croissante envers la France, Emmanuel Macron a appelé à une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec le continent africain. L'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrés, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes, le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Dans le cadre des changements dans les relations avec l'Afrique, le président français a aussi annoncé une réduction de la présence militaire française concentrée depuis 10 ans sur la lutte contre le djihadisme au Sahel. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains. D'autres changements ont également été annoncés par le président Emmanuel Macron, notamment le rapatriement d'œuvres d'art vers les pays africains. Par ailleurs, l'inquiétude grandit à Paris face au rôle croissant de la Russie dans les pays africains francophones, parallèlement à une poussée de l'influence chinoise qui se fait sentir depuis quelques années. La France et ses alliés occidentaux accusent le groupe de mercenaires russes Wagner d'être actif sur le continent. Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance-vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations. Après le Gabon, Emmanuel Macron se rendra en Angola dans le cadre d'une campagne visant à renforcer les liens français avec les régions anglophones et lusophones d'Afrique. Il fera ensuite une brève escale au Congo-Brazzaville, puis il terminera vendredi et samedi son périple en République démocratique du Congo voisine. Merci beaucoup Blanche. Place maintenant à nos invités qui nous rejoignent tous par Skype. À Paris, Niagale Bakayoko, vous êtes président de l'African Security Sector Network. Toujours donc plutôt à Bruxelles, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique
Et à Houston, au Texas, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Merci à tous d'être avec nous. Niagalé, lorsque le président Macron parle, il parle de profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Est-ce un aveu d'échec ou plutôt une reconnaissance d'un changement de donne qui force donc changement d'attitude de Paris? Moi, il me semble qu'il y a indéniablement, de ce point de vue-là, en tout cas sur la forme, la prise de conscience de la nécessité de faire preuve de davantage d'humilité et de beaucoup moins d'arrogance, parce que ce sont un certain nombre de comportements perçus comme beaucoup trop paternalistes, voire comme humiliants, qui ont été à l'origine de l'aggravation du ressentiment contre la France. Donc, il faut reconnaître que le président français, de ce point de vue-là, semble avoir retenu certaines leçons. Et Zouzi, Henri Zouzi, le président Macron écarte ce principe de précaré et veut aussi qu'on passe un peu de la logique d'aide, d'assistance à celle d'investissement. Comment voyez-vous cela se mettre en œuvre sur le plan concret? Ce qu'il faut d'emblée déjà dire, c'est que la France a été longtemps enfermée dans ses certitudes et elle s'est réveillée un beau matin et s'est rendue compte que le monde avait changé tout simplement avec de nouveaux acteurs qui, eux aussi, frappaient aux mêmes portes et proposaient peut-être une alternative au modèle qui, jusqu'ici, était proposé par la France. Et je pense que c'est une bonne chose que la France, finalement, à travers le discours d'Emmanuel Macron, se rende compte finalement qu'il y a effectivement une nécessité de repenser dans ses fondamentaux la relation entre la France et l'Afrique. Et je pense que c'est aussi une manière de revenir un peu sur terre à un moment où on va monter de plus en plus dans les opinions publiques africaines à un besoin de se réapproprier son propre destin. Et cela va conduire, bien évidemment, la France à voir de manière totalement différente sa manière d'aborder les questions sur le continent. Jean-Claude Zamba, qu'est-ce que vous retenez en fait de ce dernier discours de Macron, cet appel à l'humilité? Comment est-ce que vous l'interprétez? Pour moi, ça a été un discours au peuple français. Les peuples africains se retrouvent aujourd'hui dans leur autodétermination. Ça a été plutôt pour moi un message pour le peuple français parce que M. Macron, c'est qu'il devra prendre une attitude un peu plus agressive et changer vraiment le logiciel de ce qu'on appelait avant la France-Afrique. Ce que je trouve dommage là-dessus, c'est que il n'aura pas ce même échange qu'il a eu en 2017 à Ouagadougou avec les étudiants. C'est comme si en fait il fallait préparer le terrain et dire bon, on a parlé, on espère que les étudiants, les jeunes africains, les Africains vont écouter. Mais pour moi, c'est du discours. Aujourd'hui, les Africains veulent du concret parce qu'ils savent ce qu'ils ont, ils connaissent leur potentiel, le potentiel de leur pays, et ils savent qu'avec ou sans la France, ils iront de l'avant. Justement, Niagalé, Jean-Claude Zamba faisait référence un peu au discours de Ouagadougou. Certains diront que celui du 27 février n'est pas très différent en termes d'engagement de celui de Ouagadougou en 2017. Pourquoi ont-ils ce sentiment qu'en dépit des annonces et que les relations entre l'Afrique et la France ne semblent pas évoluer vraiment dans le sens d'un vrai changement, selon certains en tout cas? Alors, à mon avis, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, parce que le président Macron lui-même a revendiqué d'inscrire le discours du 27 février dans le droit fil de celui qu'il avait prononcé il y a 5 ans à l'université de Ouagadougou. C'est le premier élément. Mais par ailleurs, la raison pour laquelle il y a malgré tout un sentiment de continuité qui, en dépit des efforts, se perpétue, c'est parce que si l'on connaît bien et que l'on se penche sur les fondements de la politique menée par la France en Afrique au cours des 20 ou 30 dernières années, il est évident que les fondements sont absolument les mêmes. Lorsque l'on entend que le dispositif militaire va désormais être voué à créer des académies co-gérées, on se rendra compte que les fameuses écoles nationales à vocation régionale qui ont été créées par la France à la fin des années 90
90 et au début des années 2000, qui sont plus de 15 aujourd'hui, reposent exactement sur le même principe. L'idée selon laquelle la formation doit guider tout ce qui concerne la présence militaire renvoie en réalité à la coopération militaire et de défense qui a eu cours depuis les indépendances. Et le bilan de celle-ci n'a en réalité pas été tiré. Ce serait quoi un vrai changement Barkhane, mais pas de cette coopération-là. Et c'est ce qui explique qu'il n'y aura sans doute pas un changement aussi fracassant que prétendu par le président de la République. Alors pour parler vraiment de changement, Niagalé, que revêt ce changement sur le plan sécuritaire justement pour vous? Mais c'est là qu'on a du mal à véritablement percevoir un changement. Lorsque le président Macron parle davantage de culture, de sport, etc., peut-être qu'on peut percevoir quelque chose de nouveau. En revanche, il me semble que d'un point de vue militaire, d'un point de vue sécuritaire, il n'y a rien de nouveau dans ce qui a été présenté, ou de manière encore plus préoccupante, on s'aperçoit que les demandes qui ont été formulées par la France auprès de ses partenaires africains pour qu'ils formulent eux-mêmes leurs besoins n'ont pour l'instant pas véritablement trouvé d'écho. On a l'impression que depuis 2 ans, en réalité, depuis la première annonce qui a été faite d'une révision de la présence militaire française sur le continent africain, la France a du mal à renouveler les instruments traditionnels qu'elle mobilise d'un point de vue sécuritaire. Je terminerai en disant que même lorsque le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, explique qu'il va davantage développer les partenariats en termes d'équipement, en termes d'armement, c'est aussi une question qui est très problématique parce que l'on sait très bien que ce qui a été proposé jusqu'ici par la France est fondé sur des propositions de recours à du matériel extrêmement sophistiqué qui demande une grande maintenance, donc suppose une grande dépendance vis-à-vis de la France. Et c'est aussi pour cela, au-delà de toutes les autres raisons politiques qui expliquent la présence d'autres acteurs, dont la Russie ou la Turquie, c'est aussi parce que ces acteurs proposent du matériel beaucoup plus rustique, beaucoup plus adapté au terrain africain, qu'ils ont du succès auprès des États du continent aujourd'hui. Henri, sur cette même question, justement, tous les partenaires de l'Afrique parlent de relations équilibrées. Que doit revêtir cette relation équilibrée entre la France et l'Afrique? On parle de la France puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici. D'emblée, je dirais que le contenu du discours du 27 février montre à suffisance que, en réalité, l'Afrique, en tout cas l'espace francophone, n'est qu'une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à une situation nouvelle dans laquelle, effectivement, les intérêts les plus importants, les plus stratégiques sont contrariés. Et pour ce faire, il faut changer de braquet parce qu'il y a 2 fronts à mener. D'un côté, évidemment, par rapport à une opinion publique de plus en plus hostile, de plus en plus réfractaire au modèle qui jusqu'ici avait été imposé et qui avait évidemment des... Je crois qu'on est en train de perdre un peu Henri, on va le retrouver. Jean-Claude Zamba, la France n'est pas la seule puissance qui convoite l'Afrique. Pourquoi son image semble souffrir plus que les autres? Là encore, c'est se focaliser sur l'Afrique centrale. Nous rappelons que pendant la bataille de l'Angola, Agostinho Neto était supporté par l'URSS et Cuba et Jonas Savimbi était supporté par les États-Unis et la France. Et que le pouvoir français, quelque part, a été derrière certaines instabilités qui se sont passées en Afrique. On peut parler des coups d'État dans certains pays francophones. Nous avons écouté le discours du 27 février où M. Macron dit fini cette histoire où nous avons des entreprises françaises qui ont des contrats en Afrique, mais qui font un mauvais travail. Donc vous vous rendez compte qu'il y a tant de choses que les compagnies françaises n'ont pas fait de façon correcte. Dans un pays de droit, ces compagnies devraient reverser une indemnité à ces pays pour avoir été payées pour les coûts des constructions, mais ne pas avoir fait un bon travail. Mais on peut reprocher la même chose à d'autres compagnies, chinoises ou autres aussi. Mais pourquoi la France semble souffrir plus que les autres?
On dira encore, hein, comme je disais, vous avez les différents coups d'État dans les pays francophones, vous avez quelque part l'appui à certaines autorités de certains pays. La liste est très longue. Nous avons le franc CFA. Par exemple, nous avons écouté le discours du 27 février. M. Macron vient et dit nous allons faire une co-gérance ou co-construction, rebâtir les bases terres. Mais c'est comme si c'est lui qui décide et les autres, en fait, doivent suivre. Nous voulons avoir un partenariat gagnant-gagnant où tout le monde s'assoit à une table et on décide. Les Africains vont dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis désolé, dans ce que j'ai écouté, c'est plus M. Macron qui fait un petit mea culpa, mais qui dit voici ce que je vais faire pour D'accord, je vais revenir vers Henri, si on l'a retrouvé avant d'aller aux commentaires Facebook. Henri? Oui. Oui, non, je disais qu'il faut effectivement s'adapter, mais on a quelques soucis malheureusement. On espère que ça ira mieux après la pause. En attendant, voici quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit « Si le président Emmanuel Macron multiplie ses tournées sur le continent, cela signifie que l'influence française n'est plus une réalité. Vivement que cette France apprenne de ses erreurs au Sahel et qu'elle décide de revoir sa stratégie diplomatique et militaire envers l'Afrique. » Lamajak Moriba est à Accra au Ghana. Il nous dit Macron dit clairement que la France ne fera plus de compétition militaire sur le sol africain, mais que cette compétition continue sur d'autres domaines. Voici la question qui doit nous faire réfléchir. Pourquoi la Russie n'envoie pas son armée, mais plutôt des mercenaires? Et puis Haruna Saounera est à Kai au Mali. Il nous dit des discours, rien que des discours. Macron n'a toujours pas compris cette nouvelle génération. L'Afrique veut du concret. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. De vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Paris, Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, à Bruxelles, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique, et à Houston, ici au Texas, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Nyagale, sur cette tournée africaine d'Emmanuel Macron, il sera beaucoup question d'environnement, mais également d'échanges commerciaux. Est-ce un peu une résultante des enseignements tirés du Sahel et de se focaliser plus sur d'autres domaines que... Alors, à l'évidence, le leadership qui a été pris par la perspective militaire a desservi la politique française de manière plus générale, puisque elle a été réduite aux échecs ou aux demi-succès qui ont caractérisé l'intervention dans le cadre de l'opération Barkhane, voire de l'opération Sabre dans un autre domaine. Je pense, cela dit, que les thématiques qui sont abordées font aussi plus largement partie d'un autre volet qui est beaucoup mis en avant par la France depuis des décennies, qui est celui de la politique
partenarial en matière de développement. Le mot de partenariat est brandi aujourd'hui comme étant nouveau, mais cela fait un long moment, si l'on connaît bien par exemple les programmes qui sont mis en œuvre par l'AFD, qu'on parle de codéfinition, qu'on parle de partenariat, qu'on parle de solidarité et beaucoup moins d'aide. Donc c'est dans ce champ-là que la France essaie de se renouveler, mais à mon avis, les instruments mobilisés sont aussi sujets à caution. Pas seulement côté français d'ailleurs, on s'aperçoit que même si les plus grands procès que l'on entend aujourd'hui sont faits à la présence militaire, les procès en matière de politique de développement sont tout aussi sérieux. Et en termes de partenariat économique, c'est la même chose. Je terminerai en disant que cette question de l'environnement, il faut aussi se rendre compte qu'elle fait largement débat en Afrique. Beaucoup d'Africains estiment qu'il y a une importation de préoccupations occidentales ou transatlantiques à travers la problématique du changement climatique qui est contestée par certains comme étant non pas de la responsabilité africaine, mais avant tout de la responsabilité de l'extérieur, ou encore, puisque l'on va parler des forêts lors de ce One Summit, la gestion par des acteurs extérieurs des parcs, des espaces naturels, qu'il s'agisse du parc du W ou du rôle d'acteurs comme African Parks, ont tendu à mettre de côté, à marginaliser les populations locales et leur propre rapport à la nature. Donc là aussi, il faut faire attention à se rendre compte que la façon dont les questions environnementales ou de développement sont abordées par un prisme différent côté africain. D'accord. Alors, Henri, est-ce qu'il y a un parallélisme à faire avec le Sahel, même si Paris insiste sur les échanges commerciaux? On a vu qu'à Kinshasa, par exemple, ils ont tenu à mettre sur la table la question sécuritaire, notamment la crise dans l'est de la RDC. Oui, absolument. Ce qui est d'ailleurs reproché à Paris, c'est une forme d'ambiguïté, notamment sur le dossier de la guerre à l'Est. Vous savez, quand on est amis, on se dit la vérité. La RDC entretient d'excellents rapports avec la Russie, mais ça n'a pas empêché la RDC de condamner la Russie pour son opération spéciale en Ukraine. De la même manière, les Congolais attendent que Emmanuel Macron puisse dire à Kigali, à Kagame, qu'il est temps d'arrêter son soutien au M23, comme l'ont fait les Américains. Donc c'est cette ambiguïté qui énerve quelque peu l'opinion publique congolaise et qui demande à Emmanuel Macron et à la France en général d'être beaucoup plus cohérent dans sa manière d'aborder les choses. D'ailleurs, plusieurs rapports fortement documentés accréditent l'idée selon laquelle le Rwanda soutient le M23. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Il ne tient qu'à elle de demander que l'on examine sérieusement ces rapports qui traînent encore dans les tiroirs, mais dont on parle régulièrement. Une partie de l'opinion congolaise estime que la France n'est pas suffisamment engagée, en tout cas sur cette question sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est bien ça? Elle n'est pas suffisamment claire dans sa position parce qu'elle rappelle simplement qu'il faut respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, mais ça tout le monde le sait, c'est le bon sens qu'il exige, mais ce qu'on attend c'est qu'il puisse très clairement demander au Rwanda de cesser tout soutien au M23, comme l'ont fait les Américains et comme d'ailleurs le précisent plusieurs rapports des Nations Unies. D'accord. Alors, Jean-Claude Zambak, qu'est-ce que vous retenez de l'étape gabonaise, disons, de cette tournée du président Macron, sachant que le Gabon ira aux urnes cet été? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de salive qui vont par rapport à ça. Le président Macron est au Gabon par rapport au sommet écologique. Ce sommet a été co-organisé par le Gabon et la France. Si ce sommet aurait été dans un autre pays, il est très semblable que le président Macron soit allé par rapport à ça. Il est évident qu'en écoutant également le discours du 27 février, M. Macron disait qu'il va rencontrer non seulement le pouvoir en place, mais également la société civile et l'opposition. C'est quelque chose que, par exemple, les Américains, quand ils vont dans certains pays, le font. C'est quelque chose que souvent la République française, par ses chefs d'État, n'ont pas souvent fait lorsqu'ils vont en Afrique. D'accord. Alors, Niagalé, où se trouve un peu la limite pour Paris entre sa volonté de faire respecter des principes démocratiques et les droits humains
et la nécessité de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des pays africains. Dans l'étape gabonaise, on a vu qu'une partie de l'opinion, enfin de la société civile, y voit un peu un soutien tacite au président Bongo. C'est toute la difficulté aujourd'hui de la politique africaine de la France et plus largement, je dirais d'ailleurs, de la politique européenne. C'est celle du double standard, de l'absence de cohérence qui était soulignée par Henri, qui lui est reproché. C'est-à-dire que lorsque dans son discours, le président Macron a de nouveau condamner tous les putschs militaires, on ne peut s'empêcher de se souvenir qu'il y a à peine un mois, c'est le fils du président défunt Idriss Déby qui a été de nouveau reçu à l'Élysée alors qu'il a accédé au pouvoir dans le cadre d'un changement inconstitutionnel de régime pour être placé à la tête d'un régime militaire. Comment est-ce que les opinions publiques africaines peuvent recevoir ce type de messages lorsque par ailleurs les juntes militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso sont condamnées de manière très sévère. On voit aussi que la question de la cohérence sur certains dossiers politiques, Henri parlait de la question du Rwanda et de la RDC, mais on peut aussi parler de la position de la France très fragile sur la question du Sahara occidental qui mécontente à la fois l'Algérie et le Maroc est extrêmement problématique. Donc oui, il y a à la fois cette question de la problématique de l'ingérence avec des standards extrêmement exigeants sur le plan du discours en ce qui concerne la démocratie et les droits de l'homme et au contraire un deux poids deux mesures dans la mise en œuvre de la politique conduite. On n'a pas beaucoup de temps sur cette même question. Henri, y a-t-il un problème de cohérence ? Oui, c'est un problème de cohérence qui gagnerait à être, je dirais, réglé, parce que cela conduit à durcir, pour ne pas dire à envenimer les relations entre certains pays africains. Vous savez, aujourd'hui, le Maroc et l'Algérie se regardent en chien de faïence, mais bon, cela n'est pas du tout nouveau. Et vous avez aussi, dans la sous-région, des Grands Lacs notamment, une situation qui véritablement pose problème à partir du moment où certains points ne sont pas du tout clarifiés. Il faut véritablement, à ce niveau-là, faire en sorte qu'il y ait une absence totale de deux poids, deux mesures, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que ce ressentiment qui a été observé en Afrique de l'Ouest, eh bien, ne se transpose dans une autre zone géographique, et cela mettra en difficulté Paris et contrariera de manière durable ses intérêts. Et Jean-Claude Zamba, sur cette même question, cohérence ou on peut Paris se trouve entre le marteau et l'enclume? En tout cas, Paris est entre le marteau et l'enclume, et c'est ce qui, quelque part, nous montre cette incohérence. Et tous mes autres collaborateurs ici l'ont mentionné. Et il est clair qu'on a vu également, après la guerre d'Algérie, comment la France, après avoir perdu la guerre d'Algérie, s'est reconcentrée au niveau de l'Afrique centrale ou de l'Afrique subsaharienne. On pense que le même schéma est en train d'être mis en place avec ce qui se passe au Sahel, donc essayer de se recadrer au niveau de l'Afrique centrale, mais également aller dans d'autres pays non francophones, qui sont lusophones, qui sont anglophones. Mais il est clair aujourd'hui, la jeunesse de l'Afrique, mais également les présidents africains et leur entourage sont très conscients de ce rapport de force qu'ils ont aujourd'hui. Alors, le rapport de force, donc, que devrait faire l'Afrique, justement, pour profiter d'un peu de ce contexte? Jean-Claude, en 10 secondes. Je pense que ce qui est en train de se passer, quand on regarde un peu, M. Macron qui fait son mea culpa, c'est parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, les Africains sont plus demandants, sont plus regardants et veulent un peu, comme Ali l'a dit, c'est une terre d'optimisme. On n'a pas attendu la France pour être une terre d'optimisme. On peut repartir aux années d'indépendance. Avant les indépendances, les Africains ont toujours été optimistes par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à ce monde. Merci beaucoup. En tout cas, débat à suivre, fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com, sur notre page Facebook.